d'habitude, un temps fort promo, ça se passe dans les rayons. Et pour avoir été chef de secteur, je sais ce que c'est, hein. Une palette, une promo, et c'est plié. Mais là, Bonduelle a vu les choses autrement et ça va être vraiment le sujet de notre épisode. Plutôt que d'empiler des activations par catégorie, parce que pour rappel, Bonduelle étant présent sur 4 catégories, la 4G, le traiteur, la conserve et le surgelé, la marque a imaginé un événement global, transversal, incarné qui traverse finalement les rayons et qui met tout le monde à table, réconcilier les légumes et le plaisir. Donc cette opération s'appelle Bonduelle Street Food, avec pour ambition de faire bouger les lignes sur les 4 catégories et sur la marque. Mais évidemment, vous allez mieux en parler que moi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui de savoir, c'est comment on fait tenir tout ça finalement dans un plan d'activation. Qu'est-ce qu'on raconte aux shoppers, comment on s'organise en interne. Aucun doute que vous allez très bien me répondre. Et Tatiana, tout d'abord, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent. Moi, je suis directrice marketing, innovation et développement. Donc, je m'occupe aussi du développement des produits, de la culinarité, des packs et de la RSE chez Bonduelle Traiteur pour la France. Je vais pas faire comme si on se connaissait pas parce On se connaît qu'effectivement... un peu, on a le droit de le dire. On a le droit de le dire, super, mais bien sûr. On se connaît un petit peu, ouais. Oui, et je dois dire que ce matin, c'était très bizarre de revenir dans les locaux et c'est ce que je disais d'habitude quand je viens en interview. Je connais pas grand monde là, effectivement, je connaissais tout le monde. Tout d'abord, je te propose qu'on parle de la vision stratégique et de la marque, parce qu'effectivement, c'est hyper important de repositionner le sujet dans son contexte. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement et surtout de nous dire de quoi vous êtes parti ? Vous êtes parti d'un insight consommateur fort, d'un objectif business, d'un besoin d'avoir une image plus globale pour Bonduelle ? Alors, on est parti un peu de tout ça. En vrai, on est d'abord parti d'une super marque, qui est la marque Bonduelle. Une marque qui a un taux de notoriété extraordinaire. 9 Français sur 10 connaissent cette marque. C'est une petite pépite, c'est un joyau. C'est une marque qui a plein de choses dans son ADN, formidable. Une marque de confiance, une marque solide, dans laquelle les gens se reconnaissent aussi. Et on est parti d'un insight consommateur aussi, assez classique, que tous les parents en particulier connaissent bien. Autour du légume, on sait tous que le légume c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Mais c'est pas tous les jours facile de manger des légumes avec beaucoup de plaisir. Et pourtant, le légume, c'est absolument génial. Quand vous allez au restaurant, vous avez des cartes extraordinaires avec des formes, des découpes, des couleurs, des saveurs. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à changer la perspective autour du légume. Et pour ça, on s'est basé sur les codes du street food que tout le monde connaît, qui est dans le quotidien des gens, en se disant c'est une belle façon de bousculer l'image des légumes et de donner à voir les légumes différemment. Oui, parce qu'effectivement, le street food, ça évoque quoi dans la tête du consommateur ? Un consommateur, quand il va dans ses alors je pense évidemment à food court, mais pas que. Qu'est-ce que ça retranscrit concrètement ? Le street food, c'est l'alimentation facile, simple, rapide, ultra gourmande. Il y a des codes un peu de porn food aussi, avec ce légume totalement excessif, qui déborde quand on fait un grilled cheese avec du coleslaw à l'intérieur, avec un peu de fromage et du chou, de la carotte, super bon. Donc oui, c'est ça que ça dit. En fait, les codes du street food, ça dit de l'alimentation simple, facile. Et c'est pour ça qu'on a inventé des recettes aussi, hyper simples, avec 5 ingrédients, qu'on sait faire très rapidement avec des ingrédients qu'on a dans son placard et qui permettent de justement découvrir des nouvelles façons de manger les légumes. Tu vois, quand tu parlais des légumes qui débordent, etc., ça me fait énormément penser à tous les fast-food finalement et dans les pubs où tu vois le gros zoom sur le burger, etc. Donc effectivement, je pense que dans l'univers et dans l'esprit du consommateur, ça parle beaucoup. Le plaisir, on en a parlé, insight très fort de ce marqueur finalement de ce temps fort. Comment le plaisir finalement a transpiré autant sur la marque mais aussi sur l'organisation ? Alors d'abord, le plaisir, il est super intrinsèque à la marque, parce que quand on a une marque qui a une signature historique qui dit quand c'est bon Bonduelle, tu te dis le plaisir il est là, il est présent. On l'avait pas forcément tant activé que ça, et donc on s'est dit là il faut vraiment le remettre au cœur de la promesse. C'est à la fois un plaisir un peu intellectuel, parce qu'on sait que manger des légumes c'est se faire du bien à son corps, faire du bien à la planète. C'est aussi un plaisir physique super régressif, et tu le disais, avec ces gros visuels de légumes qui débordent, ces gros plans sur la bouche, ce plaisir de manger des choses aussi très colorées, très savoureuses. Le plaisir, c'est
aussi quelque chose qui nous a beaucoup animé en interne quand on a travaillé ensemble avec toutes les équipes. On était nombreuses autour de la table et ce qui nous a vraiment beaucoup animé, c'est la volonté de dépoussiérer aussi un peu cette vision du légume, cette vision de l'alimentation végétale, de faire découvrir des saveurs, de faire découvrir des nouvelles façons d'utiliser nos produits et puis aussi d'utiliser des codes un peu plus rupturistes pour la marque. Et c'est quand même chouette quand tu fais du marketing de dire bon ok, il y a la façon traditionnelle de faire du marketing et puis là de prendre un pas de côté et de s'amuser à déstructurer un petit peu nos codes, à se dire c'est quoi nos fondamentaux. Je te parlais de la signature. Quand c'est Bonduelle, on l'a reprise. On l'a pimpé, on a utilisé ces codes un peu flashy, ces couleurs. Et ça, je trouve c'est super chouette aussi dans une équipe quand tu as l'occasion de faire ça. Complètement. Et j'allais rebondir parce que, évidemment, je me mets aussi à la place des auditeurs qui nous écoutent. Certains travaillent dans des marques qui sont centenaires, qui existent depuis des années. Bonduelle, c'est une marque familiale, donc historique, familiale. Comment on autorise, entre guillemets, de bousculer les codes? Parce que c'est quand même quelque chose de très marquant, finalement. C'est vrai. Et assez nouveau, tu as raison. D'abord, ce qui est essentiel, c'est de te dire c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton ancrage, qu'est-ce qui fait vraiment partie de ton ADN et donc que tu dois absolument garder. Quand tu as une marque aussi puissante que la marque Bonduelle, c'est assez simple de l'identifier. Je disais, c'est une marque de confiance, c'est une marque qui est ancrée dans l'univers du végétal, ancrée dans la terre, avec des agriculteurs partenaires et ça c'est structurant. C'est une marque éponyme, donc ça aussi c'est important. Bousculer la marque, c'est aussi respecter son histoire, respecter qui elle est, mais lui donner ce petit coup de jeune, ce petit coup de refresh, de lui changer un petit peu sa façon de s'exprimer, sa façon de se présenter, tout en respectant qui elle est. Et c'est ce qu'on a voulu faire, se dire la marque Bonduelle, c'est aussi une marque très joyeuse, très colorée, très conviviale, qui a à cœur de faire en sorte que demain l'alimentation végétale, elle soit disponible pour tout le monde. C'est aussi un virage en termes de mindset marketing de faire ce changement-là. Comment ça s'opère en interne? Comment on embarque les équipes qui parfois peuvent travailler en silo parce que tu es sur 4 catégories différentes, sur 4 types de consommation différentes, 4 histoires de rayons et de consommation différentes. Comment on fait ça? Alors on le fait parce que d'abord on a une super chouette équipe avec des gens qui croient fondamentalement dans ce qu'ils font. Et ça, moi, je suis convaincue que c'est essentiel d'être convaincu de ce qu'on fait. On le fait aussi parce qu'on a des vraies discussions entre nous. Oui, on part d'un insight consommateur. Oui, on part d'une marque qui a un super potentiel. C'est pas toujours simple non plus parce que, comme tu le disais, on est sur des lieux différents, on est dans des équipes différentes, on peut avoir des perceptions parfois un peu différentes. Donc ça se fait en échangeant beaucoup, en confrontant les points de vue, aussi avec beaucoup de sincérité, beaucoup de transparence, et puis parfois en se disant ok, je lâche ça parce que finalement j'ai l'impression que tout le monde a envie d'y aller. Ce qui nous a aussi, je pense, beaucoup aidé, c'est qu'on avait un peu de sang neuf dans les équipes, avec quelques jeunes profils qui nous ont peut-être aussi, nous, un peu dépoussiérés, je dois dire, et qui nous ont un peu bousculés en disant non, mais en fait, on peut aller un peu plus loin. Et ça, je trouve ça hyper chouette de se dire, tu franchis l'étape suivante pour aller générer encore plus d'émotions, pour aller chercher encore plus de puissance de marque. Je reviens sur ces 4 catégories. Sur chacune des catégories, et encore plus chez Bonduelle, pour le coup, avoir travaillé sur ces catégories-là, on est aussi sur des catégories qui sont assez marquées par la saisonnalité. Alors là, je parle plutôt sur le frais. Je ne saurais pas dire d'ailleurs sur le surgelé et la conserve. C'est le cas aussi pour certaines. Tu vois, le maïs, par exemple, c'est une catégorie très saisonnière, utilisée en salade. Comment on fait justement pour parler de la même voix avec justement le plaisir au cœur sur 4 catégories qui sont sur des temporalités finalement assez différentes? Il y a une temporalité pour certaines de ces catégories, mais en même temps, il y a aussi cet instant un peu commun qui est le retour de l'été, l'envie de manger plus de végétal, de manger des choses que tu mets au cœur de ton assiette, qui prennent peu de temps pour être préparées aussi. Et c'est un peu ça aussi qui a sous-tendu les recettes qu'on a proposées. Je parlais du grilled cheese, mais on a aussi des pitas, par exemple, ou des petites croquettes à base de maïs. Donc des choses hyper simple, hyper rapide à préparer et qui transcende un peu le sujet de la saisonnalité parce que oui, tu vas aller manger une salade quand il fait chaud, mais là, on est au mois d'avril, malheureusement, il fait pas chaud et beau partout. Donc, c'est aussi l'occasion de désaisonnaliser un peu et d'aller chercher d'autres types d'usages durant cette période-là qui est assez propice à aller manger un peu plus d'alimentation végétale.
propose qu'on parle de l'orchestration opérationnelle finalement de cette opération. Comment on passe du concept à l'in-store. Et pour ça, donc, je suis avec Pauline. Pauline, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent? Bonjour Salomé, ravie d'être avec toi. Oui, donc je suis Pauline Golis, donc je suis responsable marketing, chef de groupe marketing dans l'entreprise Bonduelle Frais et dans la division Bonduelle Traiteur International. Et oui, effectivement, j'ai eu la chance de mettre en musique cet événement qu'on appelait le Bonduelle Street Food. Est-ce que tu peux nous parler, Pauline, côté opérationnel, à quel moment, quand on passe justement du concept à finalement la concrétisation, comment ça se passe? Comment t'es rentrée dans la danse pour rendre tout ça concret? En fait, on n'a jamais vraiment quitté la danse. On y est depuis le démarrage, effectivement. Et je pense que ta question, elle est juste, c'est que quand on a trouvé l'idée créative, et pour rebondir sur les propos de Tatiana de tout à l'heure, on est parti de l'insight consommateur, du besoin consommateur. C'est quoi en réalité ce à quoi on a envie de répondre? À quelle tension consommateur on a envie de répondre? Et c'est bien justement manger du légume, c'est pas facile. Manger du légume, c'est parfois un peu boring, un peu casse-pied. Et donc, on a envie de donner cette nouvelle vision. Donc à partir du moment où on avait trouvé cet insight-là, les portes se sont ouvertes assez facilement et c'est là où on s'est fait accompagner aussi de partenaires vraiment intéressants et pertinents parce qu'ils nous ont aidés à trouver, au-delà de l'insight, l'idée créative, ce qu'on appelle aussi dans notre jargon les key visuals, donc comment ça va s'incarner. Et c'est là où en effet on a eu un parti pris très fort qui était des visuels très gourmands, un peu porn food, on le disait, et aussi des visuels où on voyait les bouches, les ingrédients, une façon de consommer le légume complètement différente, un peu révolutionnaire pour la marque Bonduelle en tout cas. À quel moment vous vous faites accompagner? J'imagine que les personnes qui nous écoutent sont aussi probablement dans des concepts, des idées, etc. Vous, de l'expérience que vous avez vécue, à quel moment vous avez dit « Ok, on fait rentrer une agence, un tierce dans la danse pour justement nous sortir la tête de l'eau, concrétiser tout ça ?» Eh bien, en fait, c'est très simple. On fait appel à eux dès le départ. Donc, c'est avec eux qu'on co-construit nos idées avec un brief, au départ, et on co-construit avec eux l'idée. Et ils nous apportent aussi beaucoup de leur vision extérieure, de leur capacité à challenger aussi notre vision de la marque, notre vision de l'exécution. Et donc, c'est vraiment très riche de pouvoir faire appel à eux. Comment on choisit les bons partenaires? C'est important. Comment on les choisit? Alors, c'est parfois des partenaires historiques qui nous connaissent très bien. Par exemple, Zénith, effectivement, qui est notre partenaire média, qui nous conseille sur l'achat d'espace, notamment, qui est, fait partie du groupe Publicis. Mais on ne travaille pas qu'avec des agences médias, on travaille avec des agences d'activation. Notamment, on a travaillé avec Rose Beef, qui est une agence qui nous a pas mal bousculé sur la façon de voir la marque et d'exécuter ce Bonduelle Street Food, justement, avec ces visuels complètement dépoussiérés de la marque. Alors, tout à l'heure, j'en parlais effectivement des 4 catégories. Mais dans l'équation, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les plusieurs enseignes, plusieurs formats de magasins, plusieurs types de shoppers. Finalement, comment on structure un plan d'activation pour qu'il soit cohérent et que on se perde pas dans un flou artistique? Ce qui est important de dire, c'est que c'est un plan d'activation global. C'est-à-dire qu'il y a de l'in-store, tu as tout à fait raison, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement l'accompagnement de notre consommateur sur différents touchpoints, donc différents moments dans son voyage. Donc on va aussi activer de l'affichage, par exemple. On va aussi faire de la VOL. On a eu en avril un pop-up store dédié à ce repositionnement de notre marque. Quand c'est Bonduelle, ce retour de la signature emblématique. En fait, on le pense 360 et surtout on le pense important, significatif, justement pour pouvoir avoir un impact fort. Donc c'est bien sûr une exécution in-store, tu as raison, et ça a des implications notamment avec notre force de vente et aussi un maillage très fort entre les équipes qu'on a pu mettre en place, notamment les équipes Bonduelle Frais et Bonduelle Ambiant. Mais voilà, il y a vraiment une volonté d'avoir un plan 360 important, significatif sur plusieurs points du voyage du consommateur. Donc de ce que je comprends, c'est qu'il y a autant sur ce plan du consommateur, du shopper évidemment, et aussi avec le pop-up store, vous touchez le consommateur? Alors oui, tout à fait, c'est exactement ça. Encore une fois, on touche le consommateur à plusieurs endroits, avec des leviers différents, dont un qui est assez effectivement nouveau, qui s'appelle le pop-up store, qu'on a lancé effectivement le 26 et 27 avril dernier, où en effet, on a invité les consommateurs à venir découvrir la marque sous un nouvel angle, où on a fait intervenir des chefs pour déguster les recettes iconiques dont parlait Tatiana aussi, cette nouvelle façon de consommer le légume. Donc voilà, de vivre une véritable expérience avec la marque, au-delà des médias classiques que vous pouvez connaître, comme la télé, l'affichage et le point de vente, bien sûr, qui est très structurant, parce qu'on est au-delà de la communication de la marque. On a aussi animé le point de vente avec des animations dégustation. Oui. Donc on a commencé au mois de mai, mais ça va aussi avoir le jour en juin et en juillet. Donc voilà, faire découvrir les recettes à nos consommateurs dans le point de vente et découvrir encore une fois l'usage de notre marque et de nos produits différemment de ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Je trouve que c'est intéressant le pop-up store
after, je voudrais m'y attarder juste quelques minutes. Si tu es au téléphone avec une brand manager qui te demande est-ce que ça vaut le coup d'avoir un pop-up store pour le rebranding de ma marque, est-ce que tu lui conseillerais ou pas de le faire? De mon ressenti, oui, je pense que ça fait effectivement ça fait sens. Mais il faut qu'il y ait une accroche quand même très claire sur la marque. Pourquoi on l'a fait ce pop-up store aussi, au-delà d'avoir l'influence des gens qui vont venir, qui vont nous aider à rajeunir, moderniser notre marque, c'est aussi une façon de faire revenir cette signature iconique qui est quand c'est Bonduelle, qui est vraiment un asset de la marque, qui est vraiment une force de la marque. Et ça, effectivement, le pop-up store a du sens si vous vous appuyez sur des vrais assets de marque qui sont forts et qui sont quasiment connus de tous en réalité. Bien sûr. Donc oui, c'est un vrai levier intéressant d'image. Ça va être une vraie expérience pour le consommateur et on va avoir des retombées importantes sur cet event, sur les réseaux sociaux et ça, évidemment, ça nous aide aussi à rajeunir et on en a besoin pour la marque. Est-ce que quand on est pilote d'un projet d'une telle ampleur, on a certains arbitrages à faire? J'ai déjà la réponse dans ma question, mais effectivement, le champ des possibles est tel qu'à un moment, on est obligé de centrer, de recadrer sur certains leviers. Est-ce qu'on a des contraintes terrain, médias, enseignes Alors évidemment, le nerf de la guerre, c'est souvent le budget aussi, parce que tout ceci évidemment représente un investissement, un vrai investissement important et c'est une question à se poser pour mettre, on va dire, l'argent au bon endroit. Bien sûr. Après, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a aussi mis beaucoup le poids du corps dans l'exécution in-store, dont tu parlais tout à l'heure, avec une vraie volonté effectivement d'impliquer la force de vente dans ce projet et pas que la force de vente, puisqu'il y a aussi l'ensemble des catégories managers ou des comptes clés qu'on a aussi embarqués très, très en amont pour parler de cet event et pour parler de ce repositionnement de marque. Et pour revenir à la force de vente, oui, c'est aussi le bras armé de tout cet événement et on en a vraiment besoin parce que c'est eux qui vont mettre en avant les produits, avec l'aide d'ailleurs du siège, parce qu'on a aussi dit c'est que c'était un événement d'entreprise. Trop bien. Ça fait partie des facteurs clés de succès que d'embarquer l'interne. Au-delà, ce n'est pas qu'une histoire de force de vente, on est bien d'accord. C'est vraiment un projet d'entreprise pour parler de la marque. Et donc oui, la force de vente, préparer la force de vente, les aider sur le point de vente pour mettre en avant, leur expliquer l'ensemble du processus et du projet, c'est vraiment clé pour réussir ce repositionnement de marque et cet événement. Quel a été l'accueil des enseignes, des magasins quand vous avez présenté le projet au démarrage? L'accueil est très positif parce que, en effet, c'est pas juste un temps fort. On veut en faire un vrai repositionnement et une vraie communication de marque. Et du coup, effectivement, les distributeurs ont très bien accueilli ça parce que finalement, les temps forts promo, c'est quelque chose d'assez classique. Le fait qu'on le positionne différemment, qu'on ait une vision plus 360 sur l'ensemble de nos catégories avec une reprise de parole de marque, ils l'ont vraiment apprécié et ça leur a permis de dire oui, c'est vraiment un moment important et on va jouer le jeu avec vous. Donc c'est ce qui va se passer. La majorité des enseignes vont travailler avec nous avec des très belles mises en avant et notamment avec des mises en avant des dégustations de produits. Ça va forcément faire mouche. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est un côté aussi facilitant, côté distribution, d'avoir une marque avec une multitude d'interlocuteurs et ce qui fait sens parce qu'effectivement quand on est sur plusieurs catégories, ça démultiplie les ressources, ce qui est tout à fait juste. Et de se dire, mais ils s'unissent pour justement parler à un même consommateur. À mon sens, on peut que soutenir ce type d'initiative de manière totalement objective. Oui, c'est très juste ce que tu dis, tu as raison de le repréciser. Je pense qu'en effet, on a un impact beaucoup plus fort. Quand je dis on, c'est auprès de notre consommateur, auprès de nos clients. Quand on parle d'une même voix pour une marque sur l'ensemble de nos catégories, c'est très vrai ce que tu dis. Et du coup, ça donne à cet événement et à cette prise de parole une ampleur et un impact beaucoup plus significatif que si nous avions chacun pris notre bâton de pèlerin ou on aurait eu une prise de parole individuelle. Ça donne effectivement une envergure beaucoup plus importante, à notre marque et à notre prise de parole. Ce que je peux rajouter aussi dans un des facteurs clés de succès de cet événement, c'est l'audace aussi qu'on a eue, je pense, qui est importante à souligner. Moi j'ai 48 ans, ça fait 7 ans que je travaille. Bon anniversaire aujourd'hui, précisons-le. Précisons-le. J'ai 48 ans, ça fait 7 ans que je travaille pour cette belle marque qui est Bonduelle et au-delà des partenaires qui nous ont aidés effectivement à prendre des pas de côté sur la marque, on a eu vraiment de l'audace pour parler de Bonduelle différemment, pour vraiment donner un angle complètement différent à cette marque. Et ça n'a pas été toujours facile, en fait, pour nous en interne, de dire est-ce que c'est vraiment quelque chose que la marque peut se permettre de faire? Est-ce qu'on a intérêt à faire ça? Comment on ne perd pas aussi nos consommateurs habituels, parce qu'en tant que marketing et même en tant que, on va dire, entrepreneur, on se pose bien sûr la question de ceux qui nous consomment déjà. Donc voilà, ça, c'est un point aussi important, avoir de l'audace. Et ça, je pense que c'est une valeur de l'entreprise, c'est une valeur de plus en plus forte aussi chez nous pour prendre des initiatives. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aurais envie de
peut-être de transmettre à tes auditeurs de ce podcast. Et voilà, mais il ne faut pas hésiter à être audacieux. Et à challenger le statu quo, effectivement. Absolument. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci Pauline. Merci Salomé. Si tu devais retenir un seul apport business, je sais qu'il y en a une multitude. Essayons d'être synthétiques. C'est pas mon fort. Apport business ou stratégique de cette opération, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour Bonduelle au-delà de seulement la promo, si on revient sur des trucs très micro ? Au-delà de la promo, je pense que ce qui a vraiment changé, d'abord, je parlerai de l'interne. Ce qui a vraiment bousculé les choses pour nous, c'était d'abord d'essayer de travailler vraiment ensemble, de monter vraiment un projet ensemble. Quand on n'est pas sur les mêmes géographies, pas sur les mêmes temporalités, tu l'as mentionné aussi, peut-être pas toujours sur les mêmes enjeux business non plus. Monter un projet de cette envergure-là ensemble, avec un objectif commun qui est de rajeunir la marque, de lui donner ce petit coup de frais, ça c'est hyper enthousiasmant. Et alors moi je suis très drivée par l'envie, par la passion, par le goût du challenge, et je crois que ce projet-là il nous a vraiment aidé à faire ça et que tout le monde est super fier. C'est top quand tu travailles sur une marque, d'avoir cette fierté-là et de te dire, tiens, quand je présente ce lancement, quand j'en parle, quand on fait des présentations à la force de vente, par exemple, de voir des sourires, des paillettes dans les yeux, on se dit, ouais, cool, ça y est, on l'a fait, on a commencé à porter cette petite pierre dans l'histoire de la marque. Et ça, je pense que c'est hyper valorisant en tant que marketeur, mais aussi en tant que gens qui font du business, de se dire on a contribué à quelque chose. On a contribué à écrire la suite de l'histoire de la marque tout en respectant ce qu'elle est. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de ce que tu as vécu toi personnellement, Tatiana, de un moment clé justement de ce projet qui a duré, j'imagine, des mois, ou un fou rire, une galère un moment que tu te rappelles? Alors des fous rires, il y en a quelques-uns, c'est un peu le quotidien et tant mieux. Non, des fous rires et des galères aussi, hein, ça va souvent de pair. On a eu un petit contretemps parce que on avait ce pop-up store qui était vraiment la cerise sur le gâteau de notre événement. On sort la marque des rayons, on la donne à voir différemment. Et pour ce pop-up store, on voulait avoir des stars médiatiques et on avait une super accroche avec des influenceurs. On était tous super motivés, super contents. On a commencé à l'annoncer en interne. Je les citerai pas, mais c'est pas grave. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Donc là, ça fait un petit contre-coup. L'énergie retombe un peu. Et puis c'est dur aussi pour les gens qui travaillent dessus, qui ont monté tout l'événement, de se dire waouh, ce truc-là qu'on pensait être vraiment. Et finalement, on a rebondi. Et puis on a trouvé une super influenceuse puisqu'on a Natou qui nous a accompagnés sur cet événement et je pense que c'est vraiment l'illustration aussi que parfois la magie s'opère même dans des moments de galère quand on pense que c'est un peu perdu et puis finalement un rebond, une situation un peu compliquée et ça me fait penser, je fais une petite aparté, on a eu la chance d'avoir Tony Estanguet qui est venu nous voir dans une convention monde sur la marque de l'entreprise et Tony Estanguet il nous a parlé de ça en fait, il nous a parlé du fait quand il a affronté des galères pendant quasiment 7 ans. Et évidemment, son quotidien était fait de ups and downs. Et son sujet, c'était quand quelqu'un venait avec une problématique, quelque chose qui ne pouvait pas se faire comme c'était prévu initialement. Il a à chaque fois posé la question de « Ok, du coup, qu'est-ce que tu me proposes de encore mieux ?» Et je trouve que c'est exactement ça qu'on a réussi à faire avec cet événement. C'est encore mieux que ce qui était prévu. Et Pauline, côté terrain, qu'est-ce que tu retires concrètement de cette expérience, de cet événement? Alors oui, ce qui est vraiment intéressant dans l'approche qu'on a eue, je trouve en tout cas collégialement avec les équipes aussi commerciales, c'était de dire que cet événement, on allait le dimensionner aussi en fonction des points de vente. Donc on a eu un dispositif, plusieurs volets. Donc pour des très gros magasins qui font des très grosses mises en avant, on a ce qu'on a appelé un kit Platinum, donc avec effectivement des animations, un très beau stand qui permettra de déguster les produits. On a aussi fait des kits d'animation pour les H&M, pour les hypermarchés et pour les plus petits également. Donc en fait, on a voulu que cette animation soit disponible pour l'ensemble des points de vente, mais on les a dimensionnés différemment en fonction effectivement du potentiel et de la capacité effectivement à mettre la marque en avant. Merci à toutes les deux, Pauline, Tatiana. C'était hyper riche, plein d'insights dans ce podcast. La petite question signature du podcast, évidemment. Qui est-ce que vous aimeriez entendre prochainement sur le podcast? Ça peut être
un sujet en particulier, une personne? Il y a un événement qui m'a interpellée récemment dans les médias, c'est la remise en cause de la société Nestlé autour de l'eau, Perrier notamment, mais pas que. Et en écoutant ça, j'ai rencontré, en tout cas sur les réseaux, j'ai rencontré cette personne influenceuse, je ne l'ai pas rencontrée physiquement, je l'ai lue, qui s'appelle Yasmine. Moi, je trouve que tu as toujours des gens très très intéressants et j'aime beaucoup tes podcasts. Ça m'intéresserait aussi d'avoir des gens peut-être un peu plus poil à gratter dans cet univers de l'agroalimentaire qui est un vaste univers, comme tu le sais. Ça m'intéresserait d'entendre ces lanceurs d'alerte qui sont pas forcément toujours tendres avec l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup à toutes les deux. À Merci bientôt. À toi. À bientôt.